L'an 2440. Rêve s'il en fut jamais. De Louis-Sébastien Mercier. Chapitre 39. Les impôts. Dites-moi, je vous prie, comment se lèvent les impositions publiques, car votre législation a beau être perfectionnée, il faut toujours payer des impôts, je pense. Pour toute réponse, l'honnête homme qui me conduisait me prit par la main et me mena dans un carrefour large et spacieux. Là, j'aperçus un coffre-fort de la hauteur de 12 pieds. Ce coffre était soutenu sur 4 roues roulantes, le sommet présentait une ouverture en forme de tronc, que couvrait contre la pluie un avant-toit élevé à quelque distance. Sur ce tronc était écrit « Tribut dû au roi représentant l'État ». Tout à côté, un autre tronc d'une grandeur plus médiocre offrait ces mots. Don gratuit. Je vis plusieurs personnes qui, d'un air libre, aisé, content, jetaient dans le tronc plusieurs paquets cachetés, ainsi que de nos jours on met des lettres à la grand-poste. Comme j'admirais cette manière facile de payer l'impôt, et que je faisais à ce sujet 1000 interrogations ridicules, on me regardait comme un pauvre vieillard qui revient de fort loin, et l'indulgence affable de ce bon peuple ne me laissait jamais attendre une réponse. J'avoue qu'il faut rêver pour rencontrer des gens aussi complaisants. Oh le peuple loyal! Ce grand coffre-fort que vous voyez, me dit-on, est notre receveur général des finances. C'est là que chaque citoyen vient déposer l'argent qu'il doit pour le soutien de l'État. Dans l'un, nous sommes obligés de mettre annuellement le 50e de notre revenu. Le mercenaire qui n'a point de bien, ou celui qui n'a que sa subsistance juste, est dispensé de l'impôt, car, comment pourrait-on rogner le pain du malheureux à qui il faut un jour entier pour le gagner? Dans cet autre coffre, sont les offrandes volontaires, destinées à d'utiles fondations, comme pour l'exécution des projets proposés, et qui ont l'agrément du public. Quelquefois il est plus riche que l'autre, car nous aimons à être libres dans nos dons, et notre générosité ne veut d'autre motif que la raison et l'amour de l'État. Sitôt que notre roi a donné un édit utile et qui mérite l'approbation publique, alors on nous voit courir en foule et porter dans ce tronc quelques marques de reconnaissance. Nous récompensons de même toutes les actions vigilantes du monarque, il n'a qu'à proposer, et nous lui fournissons les moyens de consommer ses grands projets. Il y a un pareil tronc dans chaque quartier. Chaque ville de province a un pareil coffre qui reçoit les tributs du peuple de la campagne, c'est-à-dire, du fermier aisé, car le manouvrier a ses bras en propriété, et sa tête ne doit rien à personne. Les bœufs et les porcs sont même exempts de ce droit odieux qu'on imposa la première fois sur la tête des Juifs, et que vous avez payé sans en sentir l'avilissement. Mais, répondis-je, quoi? On laisse à la bonne foi du peuple le tribut qu'il doit payer? Il doit y en avoir beaucoup qui s'en exemptent, sans même que l'on s'en aperçoive? Point du tout, vos frayeurs sont vaines. D'abord ce que nous donnons est de bon cœur, notre tribut n'est pas forcé. Il est fondé sur l'équité ainsi que sur la droite raison. Il n'en est pas un entre nous qui ne se fasse un point d'honneur de payer exactement la dette la plus sacrée et la plus légitime. D'ailleurs, si un homme en état de payer osait s'y soustraire, voyez-vous ce tableau où sont gravés les noms de tous les chefs de famille, on découvrirait bientôt qu'il n'a point versé son paquet cacheté où doit être sa signature. Il se couvrirait d'un opprobre éternel, et serait regardé du même œil qu'on regarde un voleur, le titre de mauvais citoyen ne le quitterait qu'à la mort. Ces exemples sont très rares, puisque les dons gratuits montent ordinairement plus haut que le tribut. Le citoyen sait, qu'en donnant une partie de son revenu à l'État, c'est à lui-même qu'il se rend utile, et que s'il veut jouir de certaines commodités, il faut qu'il en fasse les avances. Mais que sont les paroles, lorsque l'exemple peut être mis sous vos yeux? Vous allez voir mieux que je ne puis vous dire. C'est aujourd'hui qu'arrive de tous côtés le juste tribut d'un peuple fidèle envers un roi bienfaisant, il reconnaît n'être que le dépositaire des dons qui lui sont offerts. Venez vous rendre au palais du roi.
Les députés de chaque province arrivent aujourd'hui. En effet, ayant fait quelques pas, je vis des hommes qui traînaient de petits chariots, sur lesquels étaient des troncs couronnés de lauriers. On brisait les cachets de ces espèces de coffres, on les soulevait par un juste balancier, et ce balancier montrait tout de suite le poids de l'argent qu'il contenait, en déduisant la pesanteur du coffre qui était connu. Toutes les sommes ne se payaient qu'en argent, et l'on savait au juste le produit général, il était annoncé publiquement au bruit des trompettes et des fanfares. Après cette revue générale, on affichait le total, et l'on connaissait les revenus de l'État, ils étaient déposés dans le Trésor royal sous la garde du contrôleur des finances. Ce jour était un jour de réjouissance. On se couronnait de fleurs, on criait « Vive le roi !» On allait sur les routes au-devant de chaque tribu. Elles étaient couvertes de tables champêtres. Les députés des diverses provinces se saluaient et se faisaient des présents. On buvait à la santé du monarque, au bruit du canon, et celui de la capitale répondait comme interprète des remerciements du souverain. C'est alors que le peuple ne paraissait qu'une seule et même famille. Le roi s'avançait au milieu de ce peuple joyeux, il répondait aux acclamations de ses sujets par ce regard tendre et affable qui inspire la confiance et rend amour pour amour. Il ignorait cet art de traiter politiquement avec un peuple dont il se regardait comme le père. Ses visites ne ruinaient point le corps de ville, d'autant plus qu'il n'en coûtait au peuple que des cris de joie, réception plus brillante et plus flatteuse. On ne quittait point les travaux publics. Au contraire, chaque citoyen se faisait honneur de se présenter aux yeux de son roi dans le genre d'occupation qu'il avait embrassé. Un intendant, revêtu de toutes les marques de pouvoir, parcourt les provinces, reçoit les placets, porte directement au pied du trône les plaintes des sujets, examine par lui-même les abus. Il se transporte indistinctement dans chaque ville, et à chaque abus détruit, on élève une pyramide qui constate l'hydre abattu. Quelle histoire plus instructive que ces monuments moraux qui attestent que le souverain s'occupe véritablement de l'art de régner. Ces intendants partent, arrivent incognito, font des informations secrètes, sont perpétuellement déguisés, ce sont des espions, mais ils agissent en faveur de la patrie. Mais votre contrôleur des finances est donc un homme bien intègre? Vous savez l'histoire de la fable, ce chien si fidèle qui, escorté de la tempérance, portait le dîner de son maître sans jamais y toucher, a fini pourtant par en manger sa part dès qu'il s'y est vu invité par l'exemple. Votre homme aurait-il la double vertu de le défendre sans cesse, et de n'oser y toucher? Assurément, il ne fait bâtir ni palais ni château. Il n'a point la rage de faire monter aux premières places ses arrière-petits cousins, ou ses anciens valets. Il ne prodigue point l'or, comme s'il avait en propre tous les revenus du royaume. D'ailleurs, tous ceux entre les mains de qui on confie les dépôts publics ne peuvent faire aucun usage de l'argent, sous quelque prétexte que ce soit. Ce serait un crime de haute trahison de recevoir d'eux une seule pièce monnayée. Ils paient quelques frais particuliers en billets signés de la propre main du souverain. L'État fournit à toutes leurs dépenses, mais ils n'ont pas un sol en propriété. Ils ne peuvent ni vendre, ni acheter, ni construire. Nourris, entretenus, logés, divertis, tous les ordres de l'État concourent unanimement à les traiter gratis. Ils entrent chez un marchand de draps, prennent des étoffes et s'en vont. Le marchand met sur son livre, livré un tel jour au dépositaire des revenus de l'État, tant, l'État paye. Il en est ainsi de toutes les autres professions. Vous sentez bien que pour peu que le contrôleur des finances ait quelque pudeur, il use modérément de ce droit, et quand il en abuserait, vu la dépense que ces messieurs vous coûtaient, nous y gagnerions encore. On a supprimé les registres, qui ne servaient qu'à voiler les vols faits à la nation et à les consacrer d'une manière pour ainsi dire légitime. Et quel est votre Premier ministre? Pouvez-vous le demander? Le roi lui-même. Est-ce que la royauté se communique? Le guerrier,
le juge, le négociant n'ont donc qu'à agir par leurs représentants. En cas de maladie ou de voyage, ou dans quelques opérations particulières, si le monarque charge quelqu'un de l'accomplissement de ses ordres, ce ne peut être que son ami. Il n'y a que ce sentiment qui puisse obliger un homme à se charger volontairement d'un tel fardeau, et notre estime lui donne seule cette puissance momentanée. Récompensé, animé par l'amitié, il sait, comme les Sully et les d'Amboise, dire la vérité à son maître, et pour mieux le servir, l'irriter quelquefois. Il combat ses passions. Il chérit en lui l'homme autant qu'il a à cœur la gloire du monarque, en partageant ses travaux, il partage la vénération de la patrie, l'héritage le plus honorable sans doute, qu'il puisse laisser à ses descendants, et le seul dont il soit jaloux. En vous parlant des impôts, j'ai oublié de vous demander si vous avez toujours parmi vous de ces loteries périodiques ou de montants, le pauvre peuple mettait tout son argent? Non certes, nous n'abusons point ainsi de l'espérance crédule des hommes. Nous ne levons pas sur la partie indigente des citoyens un impôt aussi cruellement ingénieux. Le misérable qui, fatigué du présent, ne pouvait vivre que dans l'avenir, portait le prix de ses sueurs et de ses veilles dans cette roue fatale d'où il attendait toujours que la fortune devait sortir. La main de cette cruelle déesse trompait chaque fois sa misère. Le désir vif du bien-être l'empêchait de raisonner, et quoique la friponnerie fût palpable, comme le cœur est mort à la vie avant que de mourir à l'espérance, chacun s'imaginait devoir être à la fin traité en favori. C'était l'épargne du peuple indigent qui avait bâti ces superbes édifices où il venait mendier sa vie. Le luxe des hôtels était son ouvrage, à peine y était-il admis. Toujours étranger, toujours repoussé, le pauvre ne pouvait s'asseoir sur cette même pierre qu'il avait fait tailler, des prêtres richement gagés habitaient l'arche qui devait, du moins dans l'équité, lui appartenir et lui servir d'asile. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez vous abonner gratuitement à la chaîne Coin Livre Audio. N'oubliez pas de liker avec le pouce vers le haut. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire. À bientôt.